Trêve de pédagogie, de prévention et d'avertissement à répétition. Au ministère des Enseignements secondaires, le temps est aux sanctions et à la coercition. Plus de 2300 enseignants de la CREA sont suspendus de salaire, rapporte l'Œil du Sahel et l'Info à chaud. Le Jour, parlant également de cette nouvelle, précise que la mesure conservatoire, qui prend effet dès le mois de janvier en cours, cible les enseignants absentéistes, identifiés comme le vin des mots d'ordre de grève lancés par des mouvements qui contrarient le droit à l'éducation des enfants. Des préaux des lycées et collèges aux amphithéâtres des universités se profile l'image d'un enseignant exemplaire. Enseignant émérite de philosophie, le professeur Hubert Mononjana, décédé le 16 novembre 2023, reçoit, d'après Info Matin, la reconnaissance académique de ses pairs. Le témoignage du recteur de l'Université de Yaoundé 1 retient particulièrement l'attention de cette publication. D'un hommage à l'autre, voici celui rendu au professeur Joseph Owona par le directeur général de la CRTV. Dans un style simple et châtié, Charles Ndongo revisite dans les colonnes de Mutation et de Réalité Plus la trajectoire ô combien exceptionnelle d'une figure universitaire et politique dont l'empreinte sur le récit national restera indélébile. Toute autre actualité maintenant, avec le lancement du budget de l'État à Maroua dans la région de l'extrême nord pour le compte de l'année 2024. Si le sujet noircit les colonnes d'Écho Matin, de l'Économie quotidien ou encore de l'Œil du Sahel, il reste que l'exécution du budget de l'État comporterait des risques à en croire le Financier d'Afrique. Entre autres éventuels risques, le Financier d'Afrique cite les tensions inflationnistes, la baisse des subventions aux carburants ou encore la dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar et la gestion de la dette publique. La question de la réduction du train de vie de l'État, sujet au cœur de scènes de presse de ce dimanche, a également fait débat dans la presse cette semaine, à l'instar de la prestation des Lions indomptables à la CAN Total Énergie 2023 et du lancement de la campagne de vaccination contre le paludisme. Prévue ce 22 janvier dans 42 districts de santé du pays, la campagne concerne les enfants âgés de 6 mois, indique EcoSanté. Le Jour, pour sa part, se réjouit de l'introduction de ce vaccin qui pourrait faire chuter considérablement les formes graves de la malaria au Cameroun. On va finir par là. Il n'a pas échappé à la presse que l'agenda du président de la République, Paul Biya, a particulièrement été chargé cette semaine. À la faveur de la visite officielle au Cameroun du vice-premier ministre du Conseil d'État chinois, le quotidien national bilingue met à disposition les belles pages de la coopération sino-camerounaise, non sans rendre compte de la visite au Palais de l'Unité de deux hôtes de marque. L'envoyé spécial du gouvernement britannique en vue du sommet Grande-Bretagne-Afrique et le ministre des Affaires étrangères et des Centrafricains de l'étranger ont tour à tour été reçus en audience par le chef de l'État camerounais. Fin de scène pour la revue de presse. Place au débat. Laetitia Onana signe tout au début de l'émission le relevé de presse de cette édition de Scène de presse. Nous lui disons merci mesdames, messieurs, bonsoir. Le lancement solennel du budget de l'État et des autres entités publiques au titre de l'exercice 2024 a eu lieu mardi le 16 janvier à Maroua, sous la présidence du ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. Une cérémonie qui marque symboliquement le début de l'exécution budgétaire dans notre pays. Et cela dans le cadre de l'accompagnement technique que le ministère des Finances, en collaboration avec d'autres départements ministériels, assure aux acteurs de la chaîne budgétaire en vue d'une exécution optimale des lois de finances de la République. Le prétexte est tout trouvé pour évoquer ce soir à Scène de presse la question de la rationalisation des dépenses publiques de fonctionnement. Dans son message à la Nation le 31 décembre 2023, le président de la République dit avoir réitéré au gouvernement ses instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. Nous en parlons avec le concours du professeur Viviane Ondoa Biolé, enseignante à l'Université de Yaoundé 2. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Sévérin Léga-Bédé. Merci de m'avoir invité à cette émission. J'en profite, bonne année. Bonne année. En face de vous, professeur Georges Kobou, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu. Merci, c'est moi qui suis content que vous m'ayez invité et je vous en remercie. Bonne année. Vous êtes agrégé des facultés des sciences économiques et tout à côté de vous, c'est Dr Pierre Nka. Bienvenue. Merci Sévérin Léga-Bédé.
Vous êtes journaliste, directeur de publication de Sens Politique. Je termine avec Serge Bontebé, journaliste également. Bonsoir. Bonsoir, Sévéan. Je rappelle que vous êtes directeur de publication et rédacteur en chef. Enjeux économiques. Merci pour la disponibilité. On va parler du budget, on va parler de la rationalisation de la dépense publique, mais je vous propose de dire un mot sur ce qui fait l'actualité. Vous savez, l'actualité, c'est le football, c'est la CAN qui se joue en Côte d'Ivoire depuis quelques jours et cela intéresse tout le monde. Comme homme des médias, Dr Pienka, cela ne vous a pas échappé. Non, ça ne peut pas nous échapper. Vous savez, le football, c'est aussi une représentation du Cameroun. C'est une sorte de politique étrangère, une sorte de sommet africain du football. Donc ça nous intéresse. Mais le Cameroun a la particularité de toujours surprendre. Et la surprise aussi peut passer par le fighting spirit qui a toujours été incarné par Rigobert Song-Bahana. Et nous restons sur une perspective. Je pense que pour ce type de mission, il faut au minimum le moyen terme pour essayer d'évaluer les performances des individus. Donc pour moi, il serait là 5 ans encore, 7 ans encore. Mais ce qui serait plus intéressant pour moi, c'est de bâtir un projet. Le président actuel de la fédération... Il est sélectionné sur la base d'un projet. Enfin, si ce projet existe, on ne le connaît pas très bien. Il n'y a pas beaucoup de communication autour de ce projet. On a le sentiment qu'on gère le quotidien, on gère les urgences et il n'y a pas de visibilité à long terme. Notamment, la mise en veilleuse de la direction technique nationale, on ne l'entend pas beaucoup. C'est elle qui doit porter le projet du point de vue technique, vraiment. La détection des talents, la formation des talents, le suivi des talents à travers les différentes sélections du pays. Parce qu'on regarde simplement l'équipe Fagnon, mais il y a les autres niveaux, les autres sélections, etc. Souvenez-vous que l'équipe qui nous a permis de gagner nos derniers trophées, ce sont des joueurs qui ont été à l'équipe Espoir, qui ont gagné la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000 et qui ont continué à l'équipe nationale à nous rapporter des trophées. Donc, il n'y a pas de génération spontanée. C'est pas de la nostalgie? Non, c'est pas de la mais c'est comme ça qu'on construit des victoires. On les construit sur le long terme, on les construit patiemment. Ce n'est pas en un jour que vous allez obtenir ce que Aliou Cissé est en train d'obtenir aujourd'hui au Sénégal. Ce qu'il obtient aujourd'hui au Sénégal, ce qu'il a aujourd'hui au Sénégal, eh bien, il a passé beaucoup d'années à le bâtir. Donc, nous devons aussi nous inscrire dans cette perspective et nous donner le temps et la patience nécessaires. Le football est un sport très populaire. On peut évoquer la puissance de cet outil aujourd'hui. Certains sociologues, hommes politiques ou encore acteurs du monde sportif affirment que le football, et notamment les bonnes prestations d'une sélection nationale comme la nôtre, eh bien, le football peut être bénéfique à la cohésion sociale d'un pays. On comprend dès lors pourquoi chaque Camerounais peut prendre le risque de dire un mot sur l'encadrement technique, on devient entraîneur. Alors, professeur, vous aimez le football? Bien entendu. Je vais vous donner, avant de répondre à votre question, une petite anecdote. Il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, j'étais au Brésil. Je me suis retrouvé à la finale de la Coupe du Brésil au stade Maracana. Et je ne sais pas ce qui m'a inspiré le jour-là, je suis sorti avec le survêtement du Cameroun. Je suis au stade avec un groupe d'Africains, mais je crois que finalement j'étais devenu la star parce que tout le monde me disait que Mila, Son, ceci. Vraiment, j'étais très impressionné et vous comprenez à quel point l'équipe des Lions, c'est le socle, c'est notre patrimoine, c'est l'ambassadeur le plus attitré du Cameroun. Donc, les frustrations que les Camerounais, que nous autres, nous avons, sont à la dimension de tout ce que nous avons investi dans cette équipe. Et moi, je crois que, en revenant même à ce que Diouf disait, c'est la gestion même du Cameroun, de l'équipe du Cameroun qui pose problème. Son fait partie du collectif. Quand on regarde ce qu'il y a dans l'environnement de cette équipe depuis au moins 2 décennies, ce n'est que beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions. Et je crois quand même que si vous regardez aujourd'hui le président de l'Africafoot, c'est quelqu'un que nous avons adulé. Il n'y a pas de problème avec lui sur le plan du talent professionnel. Si nous revenons en tempérant avec les problèmes de management, je suis convaincu que cette équipe va aller loin. Et je suis d'accord que ce n'est pas tellement fondamentalement le problème de la technicité qui se pose. C'est qu'il faut apaiser tout ce qui entoure l'équipe
avec toutes les tensions qu'il y a ici et là. Et je crois que si nous lissons ça, en donnant les chances à l'équipe technique, elle pourra certainement mettre en place un jeu qui sied avec le socle que nous avons, qui est le socle des talents. Donc le Cameroun, c'est un pays de talent de football. Et de ce point de vue, je n'ai pas de doute que nous revenions encore à des victoires, même dans le cadre de cette coupe qui se fait en Côte d'Ivoire. On va finir par là. Il reviendra au professeur Viviane Ondoa. Vous avez bien fait de finir par moi parce que... L'impact du football sur la société se voit tout d'abord au niveau de l'aspect économique. De nombreux business se développent autour de cette discipline et on l'a vu encore pendant cette expédition de la Côte d'Ivoire. On a vu l'implication personnelle de Madame l'ambassadeur du Cameroun à Abidjan, son Excellence Marie-Yvette Koloko, qui a tout fait pour qu'il y ait une rencontre entre les entrepreneurs ivoiriens étrangers établis à Abidjan et l'API, c'est-à-dire l'agence de promotion des investissements. On a vu une salle pleine, hein. C'est un bon signe. Pour moi, le football, c'est d'abord une histoire de passion. Lorsque je parle de passion, en réalité, je rentre dans toute la subjectivité que vous pouvez imaginer. Moi, l'impossible n'est pas camerounais. Donc, une fois qu'on l'a dit, on se dit... Non, on peut aller jusqu'en finale. Ben oui, on peut revenir avec la coupe également. Mais on se rend quand même compte que de plus en plus, les choses deviennent scientifiques. C'est pour ça que je suis... toutes les chroniques de Joseph-Antoine Bell, j'en ai suivi justement en venant tout à l'heure, parce que c'est d'abord aussi une histoire de science. Il semble avoir également une expertise justement dans cette discipline-là qu'on ne peut pas nier. Il semble également avoir un certain nombre de cohérences qu'il faut respecter et qu'on ne peut pas nier. Et moi, je pense, pour revenir à ce que les prédécesseurs ont dit, c'est dans cette cohérence-là qu'il faudrait qu'on s'inscrive. Et lorsqu'on parle de cette cohérence, on voit très bien les écarts qui pourraient exister lorsqu'on suit les débats, cette fois-là des experts, parce qu'il faut quand même remettre... il faut dire que moi je ne suis pas expert dans le domaine, mais on suit quand même les débats des experts, que ce soit ici ou ailleurs. Je pense que de tous les débats que j'ai suivis jusque-là, parce qu'on reste quand même attentif, l'équipe du Cameroun semble être la seule pour laquelle on ne peut pas faire de pronostic. Ça veut donc dire que c'est un peu l'équipe de toutes les surprises, dans un sens comme dans un autre. Est-ce que c'est une bonne chose? Peut-être pas. Peut-être qu'il y a des problèmes de cohérence à relever. Alors, quand on revient à l'organisation, j'ai entendu parler du staff et tout. Dans tous les cas, Rigobert, on va assumer les résultats. C'est lui le coach. Et lorsqu'on parle de coach, pour revenir à notre discipline, c'est un peu comme lorsque vous parlez du directeur général d'une entreprise qui ne va pas qui est chargé du recrutement, de la formation, de la mobilité, du choix des joueurs, etc. Dans tous les cas, il va assumer pleinement ces résultats, si tant il est vrai qu'il a la marge de manœuvre pour le faire. Sans être très impérative, hein. Peut-être que c'est ce qui se fait dans le sport. Mais il faut quand même apprécier également... bon, quand vous dites si entre bredouilles, vous parlez du trophée. Du trophée. Donc même si on arrive en demi-finale, oui. Dans tous les cas, moi je pense qu'on aura une médaille. On aura au moins une médaille. Moi je pense, même si c'est celle du bronze. Non, mais pour dire très sérieusement, je pense que c'est une équipe qui a quand même quelques problèmes de management. Quand on voit de loin, sans être vraiment impliqué à l'interne, on se rend quand même compte qu'il y a quelques problèmes de management. Je n'ai pas envie de dire comme les autres que c'est un peu... à tâtons, parce que moi je connais peut-être pas tous les joueurs, mais c'est chaque jour qu'on découvre de nouveaux joueurs. On a l'impression effectivement qu'on n'a pas d'équipe au sens justement de la cohésion d'un noyau dur. Oui, il y a Aboubacar qui est là, il y a encore que Anguissa, Zambo Anguissa. Je pense qu'il reste quand même à composer une équipe qui va être pour nous un peu comme l'étendard. Là, il y a beaucoup de fluctuations, il y a beaucoup de mobilité qui peut donner l'impression effectivement que l'équipe est en train de se constituer. Et si c'est le cas, il faut donc qu'on se donne 5 à 10 ans pour avoir les trophées qu'on souhaite avoir. Parce que dans cette construction-là, où il y a en pleine construction... Aussi dans cette phase de construction. Parce qu'il faut être honnête. Il faut être moins exigeant. Mais par contre, il faut qu'on soit dans une pente améliorative quand même. Alors, un mot rapidement sur l'action de l'API à Abidjan, de la CAN. Alors, que ce soit aux API ou alors à la dernière CAN, à la dernière Coupe du Monde, je voulais dire, oui. Il y a eu beaucoup d'activités commerciales autour de l'activité sportive. C'est une très bonne chose. C'est vrai qu'on n'a pas d'évaluation de feedback par rapport à... On a suivi les audiences, on a suivi les engagements, on a suivi... Bon, maintenant, est-ce qu'on est capable d'avoir l'impact réel de ce type d'audience? J'en sais rien, mais symboliquement ou diplomatiquement, c'est bien. Mais maintenant, si économiquement, c'est rentable. Parce qu'il faut dire qu'on dépense, hein. Parce que nous sommes là dans l'efficience. Bon, maintenant, vous allez me dire que tous les gains ne sont pas financiers, mais toujours est-il qu'il faut donc qu'on présente au moins les gains. Moi, ce qui me gêne souvent, c'est que chaque fois qu'on mène une action, on ne vient pas faire le bilan.
puis vous allez nous parler des actions qu'on mène tout le temps. Il est quand même bon de faire le bilan et de rassurer effectivement que ça portait des fruits. Il doit y avoir une forte corrélation entre les performances de l'équipe du Cameroun avec les activités économiques qu'on peut générer à travers cette performance-là. Donc, l'équipe du Cameroun a intérêt à aller plus loin parce qu'en allant plus loin, c'est l'image du Cameroun qui va plus loin et malheureusement, nous ne profitons pas généralement de cette image du football pour pouvoir alors gagner en termes économiques. Donc, on va souhaiter bonne chance aux Lions Indomptables, c'est notre équipe nationale, ils vont continuer à se battre pour nous aussi. Alors, ce dont nous allons parler tout à l'heure à scène de presse n'est pas un fait nouveau. On se souvient qu'à l'occasion d'un conseil ministériel qui présidait au Palais de l'Unité, c'était le 9 décembre 2014, le président de la République, Paul Biya, avait édicté un train de mesures à opérationnaliser afin de réduire drastiquement le train de vie de l'État. Il disait précisément, et je cite, « Je tiens à attirer une nouvelle fois votre attention sur la nécessité de rationaliser les dépenses et d'améliorer leur qualité dans un contexte international marqué par la rareté des ressources financières. » En effet, il m'a été malheureusement donné de constater, c'est Paul Biya qui parle, que la qualité de la dépense publique n'a cessé de se détériorer, avec notamment une accumulation des dépenses dont la nécessité n'est pas évidente. Fin de citation. Le président Paul Biya est revenu sur le sujet le 31 décembre dernier. Je propose que nous écoutions un bout de son discours. Il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une contrainte majeure, celle de l'insuffisance des ressources financières nécessaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement la rationalisation des dépenses publiques, de même que la recherche des voies et moyens supplémentaires d'accroître les ressources publiques. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. La lutte contre la corruption et les détournements de deniers publics est très clairement un impératif pour la préservation des ressources publiques. Elle va connaître une intensification notable au cours de l'année qui s'annonce. Le président de la République, le quotidien L'économie de Thierry Ekouti l'écrit dans la une de jeudi dernier. Train de vie de l'État, les excès ont trop duré. Les administrations à nouveau appelées à réduire les dépenses de fonctionnement. Et en image, ce journal nous présente quelques véhicules de fonction. Si vous avez fait un tout petit peu attention à ce que vient de dire le président, la réduction des dépenses de fonctionnement revient en profondeur dans cet extrait. Et pour vous, c'est un effet d'annonce ou bien on est dans la réalité, c'est une préoccupation majeure. Professeur Kobo. Merci, je ne sais pas. L'économie a ceci de particulier qu'on ne peut pas tricher lorsqu'il faut nécessairement mettre en place un certain nombre de mécanismes qui doivent être des mécanismes opérationnels. Un budget, c'est l'ensemble des prévisions en termes de recettes et de prévisions en termes de dépenses. Alors, je pense que d'emblée, je vais dire qu'on ne peut pas dépenser ce qu'on n'a pas. Alors, si on avait certainement, on met en place un budget qui est totalement rationnel, optimal, il n'y a pas de souci de dire qu'on doit rationaliser. J'ai le sentiment quelque part que dès qu'on dit qu'on doit rationaliser, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que peut-être que, et je crois que c'est ça, qu'on est allé au-delà des possibilités des recettes. Parce que si quelqu'un a 10 000 francs et qu'il doit dépenser 10 000 francs, ça ne va pas poser de problème. Mais si quelqu'un a 10 000 francs et qu'il doit dépenser 20 000,
ça devient un problème. Peut-être que le président, il en parle parce qu'il a déjà eu à le dire plusieurs fois. On peut rationaliser dans la conception du budget, comme on peut maintenant rationaliser dans l'exécution du budget. Nous sommes déjà maintenant où? Dans la phase de l'exécution du budget. Si on commence a été lancé à Maroua. Voilà, ça a été lancé et nous sommes dans la phase de l'exécution. Si on commence déjà dès le départ en amont, alors qu'on n'a même pas encore exécuté le budget, a dit qu'il faut prendre garde. Attention, il faut rationaliser. Ça veut dire que quelque part, nous sentons qu'il y a quelque chose qui ne doit pas aller. Donc, pour ma part, le processus, le principe de dire qu'il faut rationaliser, qu'il faut serrer la ceinture, pouvait être fait bien avant même d'avoir à... Le président a dit, lorsqu'on a fait la loi de finances en août 2023, que voici les directives qu'il faut pour pouvoir mettre en place le budget de 2024. Alors, si on le dit, il faut maintenant que ceux qui doivent élaborer le budget soient en phase avec les directives présidentielles. Ça veut dire quoi? Bon, c'est vrai que c'est un exercice qui n'est pas facile, puisque c'est quoi? Il faut essayer à tout prix de faire les prévisions qui soient les plus réalistes possibles. Mais on ne peut pas faire les prévisions, les leçons du passé servent pour pouvoir faire des meilleures prévisions. Alors si chaque année, on décide qu'on doit faire un budget et qu'on arrive à la fin de l'exercice budgétaire à réaliser moins que ce qu'on a prévu, ça pose des problèmes. Et vous savez que un budget, c'est un message. Beaucoup de gens, beaucoup de ceux qui exécutent le budget pensent que dès que le Cameroun a dit que le budget c'est 6 700 milliards, c'est que les recettes sont là. Et du coup, on regarde beaucoup plus le côté quoi? Dépenses plutôt que de regarder le côté recettes. Donc, je crois que les préoccupations du président de la République, c'est de dire que, attention, dans l'exercice que vous allez faire au cours des 12 mois qui viennent là, il faut nécessairement faire en telle sorte qu'on ne dépense pas plus qu'il n'en faut par rapport aux recettes. Professeur Ndouabi, c'est de la même manière que vous décodez le message du président, vous trouvez un problème de gouvernance, un problème, une menace à l'avenir? Alors, moi, quand j'ai suivi le discours, vous imaginez que tous les Camerounais suivent le discours du président de la République le 31 décembre, et notamment cette partie, je me suis posé la question de savoir à qui il s'adresse. Il s'adresse au gouvernement? Le message est à la nation. À la nation, oui, mais particulièrement cette partie. C'est vrai qu'il nous dit qu'il a instruit le gouvernement, il n'a de cesse de rappeler. En fait, il s'adresse au gouvernement. J'ai envie de dire, il s'adresse à son premier ministre et à l'ensemble de ses ministres. À la limite, il met en lumière un dysfonctionnement qu'il n'a de cesse de rappeler. Ça, c'est la première chose que je retiens de son discours. La deuxième chose que je retiens de son discours, lorsqu'il parle de rationalisation, qui n'est pas la baisse des dépenses, parce que ce n'est pas en baissant les dépenses que dans tous les cas on est efficace, c'est qu'il y a quand même eu, pour ceux qui ont suivi l'actualité dans l'année, quelques débats autour de des lignes 94 et 65. Donc le deuxième message que moi je vois à travers ça, c'est peut-être attirer aussi l'attention du Premier ministre dans sa coordination gouvernementale sur les dérives autour de ces deux lignes. Parce que, le professeur, comme vous le disiez, les autres lignes sont budgétisées. On a la nature des dépenses prévues, le montant prévu. Mais pour les lignes 94 et 65, qui semblent être des lignes de souveraineté, il semble avoir quelques dérives. Donc moi, je dis, peut-être, si on reste puriste, ce discours s'adresse à ces deux lignes-là. Et de ce point de vue, quand on voit le montant, ça représente à peu près 10% du budget. On peut se poser la question de savoir, est-ce que l'orientation, ou tout au moins l'instruction, allait jusqu'à identifier le montant justement de ces lignes qui en réalité sont mobilisées peut-être en cas d'urgence. Est-ce que 10% c'est trop? Moi je dirais oui. Avoir 10% d'imprévus, ça pose quand même un gros problème. On pourrait aller à 5%, on pourrait aller à 3%, mais toujours est-il que quand un budget est bien monté, dans tous les cas le problème ne se pose pas. On l'exécute, première chose. Deuxième chose, dans le budget, on a des lignes qui sont ce qu'on appelle en gestion le budget discrétionnaire. Parce qu'il y a des imprévus, un pont peut se casser de manière inattendue, on peut avoir des inondations. Donc il y a toujours quand même un budget discrétionnaire qui est prévu, mais peut-être le montant de ce budget-là peut poser problème. Et les dérives autour de ces deux lignes-là peuvent également poser problème. La troisième chose que j'observe dans ce message-là, et qui pourrait peut-être donner lieu à un ensemble de débats, c'est que pour avoir analysé dans le cadre d'une étude antérieure la masse salariale, parce qu'il parle du budget de fonctionnement, c'est tout un débat entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement.
le budget de fonctionnement, vous vous souvenez, à une époque, il était une question d'avoir des autorisations pour acheter des voitures. Ça s'est resserré et puis ça s'est relâché. Donc justement, on s'est rendu compte qu'il y a quand même des pics qui peuvent être difficiles à expliquer. Moi, je me souviens, quand on avait analysé la masse salariale sur 10 ans, 2005-2015, on a eu 2 pics qui étaient quand même inquiétants en 2012 et en 2015. Il n'y avait pas encore la guerre aux nozo, bien pour justifier un dépassement de près de 25% de la masse salariale autour des poches qui peuvent être rationalisées. Donc, en fait, c'est un appel à l'efficience. Et l'appel à l'efficience, en réalité, ne veut pas dire qu'on doit baisser les dépenses. Ça veut simplement dire qu'on doit s'assurer qu'en termes de qualité de dépenses, tout ce qui a été prévu est réalisé. Parce que c'est ça l'enjeu. Par contre, l'autre détail que je voudrais également relever, c'est que ceux qui exécutent le budget en termes de dépenses ne sont pas ceux qui collectent. Ce qui fait qu'à un moment donné, assurer l'équilibre dans le pilotage. Quand c'est dans une entreprise, c'est facile. Vous avez l'ordonnateur qui est là, vous avez le contrôleur de gestion qui à tout moment peut tirer la sonnette d'alarme. Mais vous avez des ministères qui sont là simplement pour exécuter la dépense, enfin pour dépenser, et d'autres pour collecter. Ah, si la coordination n'est pas très bien faite au niveau du Premier ministre, ça peut quand même, on peut avoir quelques ruptures inquiétantes. Alors je pose la question à la presse. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un problème? Pourquoi la rationalisation des dépenses publiques, le fonctionnement, résiste autant, selon vous? On en parle depuis des années. Et dans la presse, cette semaine, c'est le sujet qui est débattu, c'est le sujet qui est présenté. Mon analyse est que toutes ces poches de dépenses qui pourraient être considérées comme excessives, inutiles, etc., sont un mécanisme d'ajustement du niveau bas des salaires dans la fonction publique. De manière globale, le personnel de l'État, les revenus légaux, normaux des personnels de l'État sont en déphasage avec l'évolution du niveau de la vie. On n'a pas suffisamment indexé les salaires des personnels de l'État à l'évolution de la vie. En 2014, on a fait une révalorisation de 5%. En 2023, on en a fait une moyenne de 5,2%. Mais ça reste largement insuffisant. Et les fonctionnaires, le personnel de l'État a donc trouvé toutes sortes de mécanismes pour essayer d'ajuster, d'équilibrer. C'est une explication objective qui n'est pas une justification de ce qui est en train de se passer. C'est bien pour ça que c'est une arlésienne au véritable sens du terme. C'est que si vous ne prenez pas garde à garantir au personnel de l'État des revenus qui évoluent en même temps que l'inflation, eh bien, il y a ce type de mécanismes qui vont perdurer. De mille manières. Vous fermez ici, on en ouvre de l'autre côté. Vous fermez une fenêtre ici, on trouvera le moyen d'en ouvrir d'un autre côté. Donc, c'est le premier problème fondamental. Je pense qu'il faut l'attaquer sous réserve des disponibilités financières de l'État. Quand on a fait ça, évidemment, donc, il y en a qui profitent pour s'enrichir, il y en a qui ont décidé dans la fonction publique de devenir des multimilliardaires, exactement comme on l'est dans le secteur privé, et donc qui profitent de toutes ces failles pour pouvoir... Parce que c'est pas des dépenses qui sont... C'est des dépenses qui sont effectuées de manière intéressée par le personnel de l'État. C'est vraiment de manière intéressée, qu'il s'agisse des agents simples, qu'il s'agisse des gestionnaires des crédits, ce sont des dépenses qui sont exécutées de manière intéressée par ces responsables. Si vous parvenez à essayer de réduire ce gap entre les revenus du personnel de l'État et l'inflation qui ne cesse de galoper, vous allez dégager, vous avez une deuxième contrainte qui est l'évolution des sollicitations du Trésor public. Nous avons la SND 30 que nous sommes en train de mettre en œuvre qui va demander sur la période 2020-2030 88 000 milliards de francs CFA. Vous avez un programme d'investissement prioritaire qui demande beaucoup d'argent. Vous avez tellement de sollicitations, le budget de l'État va être très sollicité, le Trésor public va être très sollicité. Et dans un contexte où les recettes sont difficilement extensibles
les recettes suivent difficilement les besoins, eh bien, il vous faut faire un effort de rationalisation. On en parle depuis des années, mais aujourd'hui, l'État, le gouvernement, ils sont un peu obligés de le faire. Il n'y a plus de choix. La dette qui a souvent été parce mobile. que dans l'espace budgétaire, il y a quand même des arbitrages qui sont faits en amont. C'est-à-dire que quand on élabore le budget, il y a des arbitrages qui sont faits. Il y a un débat Pourquoi est-ce qu'il y a... Alors, il y a des mécanismes de contrôle qui sont, par exemple, sur le budget 2020, sur le budget 2024. Il y a effectivement des décisions qui ont été prises pour essayer de limiter ces dépenses inefficientes. Mais vous allez observer que les fonctionnaires, les personnels de l'État trouveront toujours le moyen. Non, je refuse de rentrer un peu dans une logique très économiciste et peut-être technique. Pour parler simplement et peut-être convoquer l'économie politique, c'est-à-dire du qui, quoi, comment. Quand on analyse cette affaire, qui s'agresse le chef de l'État, j'ai l'impression qu'il s'agresse aux gens qui n'existent pas dans son gouvernement. Il ne peut pas demander, c'est pourquoi vous dites pourquoi ça dure, il ne peut pas demander aux gens qui n'ont pas la culture de l'efficience et de la rationalisation de faire ce qu'ils ne savent pas faire. Mais il y a un gouvernement. C'est ce gouvernement-là, justement, qui ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes personnes chaque jour. Ils parlent de la même manière. Ils ont d'autres intérêts. Le président de la République, en fonction de la conjoncture, a d'autres intérêts et vient maintenant parler en s'agressant à deux personnes. Moi, je vois la première personne, c'est le peuple. Restez calme, je vais les arrêter. C'est pourquoi il dit opération épervier, pour pouvoir calmer le risque de pression sociale. Or, passer cette annonce, ça je vais parler comme au quartier, si vous le permettez, c'est une politique du Sissia. C'est-à-dire, on menace sans jamais agir. Et à force de ne pas agir, ça prend corps. Les gestionnaires de la fortune publique, alors que le pays tend à atteindre certains paramètres de croissance, c'est une course, et ils sont dans des paramètres de croissance à titre individuel. C'est pourquoi la question d'efficience. L'efficience pour qui? Pour l'État, ça ne marche pas. Efficience pour eux, ça marche parce que c'est une sorte de construction ce que je peux appeler une gibecière pleine d'éléments qui permettent de déstabiliser et de déstructurer au final les questions qu'on retrouve aujourd'hui dans notre environnement. Et là, peut-être vous parlez des questions de salaire. Moi, je reste sur ma faim. Les salaires sont notre problème. Est-ce qu'on travaille pour mériter un vrai salaire? Et je crois aussi pour ma part que ce gouvernement ou ses dirigeants, ils fonctionnent sur cette base parce qu'il n'y a pas de sanctions. J'ai voulu rester pour l'instant dans le principe plus général. Parce que dans l'élaboration budgétaire, il y a les recettes et les dépenses. On ne peut dépenser que par rapport aux recettes. Et là où le bas blesse, c'est qu'il y a des possibilités de recettes internes. Lorsqu'elles sont limitées, alors on va faire appel à la dette. Or, si on ne fait que étendre les dépenses avant de dire qu'on va rationaliser, ça veut dire que quoi? Que dans l'élaboration budgétaire, on sera bien obligé d'aller dire qu'il y a une composante des recettes qui doit revenir de quoi? De la dette. On se lance finalement dans un processus d'endettement qui est inutile. Alors que si on avait dit au départ qu'on se limitait à quoi? Uniquement aux ressources internes ou bien aux ressources générées, alors on ferait tout en se limitant à cela. Donc, une partie de l'irrationalisation, si je peux dire ainsi, une partie de l'irrationalisation vient du fait que quoi? On a fait un budget laxiste en sachant que bon, dans tous les cas, on va aller emprunter, on aura l'argent et on peut se permettre dans ce cas-là de dire qu'on va dépenser n'importe comment. Alors que si on avait peu, on devait alors utiliser l'argent de manière assez optimale et rationnelle. Donc, pour moi, la philosophie voudrait qu'on colle un budget à la réalité des recettes. Et je voudrais ajouter un autre élément. Vous savez, les états financiers révèlent en réalité des dysfonctionnements, pas qui sont cachés, mais qui sont la preuve de ce que la vitrine qui est présentée pose un problème. Et on peut prendre le budget et par la suite le bilan comme des documents financiers qui peuvent nous interpeller, peut-être révéler quelques dysfonctionnements.
Lorsqu'on suit effectivement le discours, et comme je posais la question de savoir à qui s'adresse-t-il, notre président de la République, si je prends seulement le chantier des entreprises publiques, tout le monde sait que les entreprises publiques ne sont pas rentables. Je parle des entreprises, je ne parle pas d'établissements publics. Depuis bientôt plus de 10 ans, qu'est-ce qu'on a fait? Les mêmes dirigeants sont Les mêmes dirigeants sont là. Donc moi je dis, bon, rationalisation pour rationalisation, oui, ce sont les chiffres qu'on va voir, mais derrière les chiffres, il faut aussi se dire qu'on peut avoir des recettes qui ressortent également par un système poreux, parce que si vous êtes sûr et convaincu que ces entreprises publiques ne vont rien produire, on budgétise, on a les mêmes personnes, et puis dans tous les cas, on revient encore le 31 décembre pour dire que rien n'a marché. Je veux dire, dans tous les cas, c'était prévisible. Donc moi, je pense, pour revenir au détail, qu'il y a des poches de dépenses ou alors des poches de déperdition qui peuvent également être rationalisées. Et les entreprises publiques présentes, et ce n'est pas moi qui le dis, hein, le dernier rapport de la CTE de 2022 qui est sorti il y a 2 semaines ou 3, rappelle à nouveau le risque budgétaire porté par ces entreprises. Donc, pour dire quoi? Pour dire qu'on va donc collecter des recettes qui vont repartir dans ces poches-là et qui, dans tous les cas, on est presque sûr qu'elles peuvent ne pas être rentables. Donc, moi, je dis, il y a peut-être plusieurs niveaux de rationalisation. Et le président de la République lui-même aussi, de ce point de vue, a des manettes. Ça veut donc dire que si on veut boucher les trous de ce point de vue-là, il faut aussi attaquer le problème et dire qu'il faut mettre des personnes qui sont capables de produire les résultats, à même effectivement de renforcer ou d'augmenter la cagnotte budgétaire. On est d'accord qu'il y a des irrégularités dans la classification budgétaire au Cameroun et le cadrage macroéconomique a été fait. Nous sommes d'accord. La loi de finances promulguée le 19 décembre 2023, nous sommes dans la phase exécutoire qui a commencé depuis le 1er janvier 2024. Mais le journal en ligne Investir au Cameroun nous rappelle que, d'ailleurs on a vu circuler cette correspondance dans les réseaux sociaux, une correspondance du secrétaire général de la présidence de la République le 4 janvier qui était adressée au secrétaire général des services du Premier ministre, répercutant les très hautes instructions du chef de l'État sur la rationalisation, encore une fois, des dépenses publiques de fonctionnement. Et là-dedans, on parle de l'achat des véhicules, on parle du carburant, on parle de toutes sortes de choses, de dérives que nous avons essayé de dire ici. Professeur, ça veut dire qu'à la présidence, on est conscient de ce problème et on en a parlé. Mais maintenant que le budget est exécuté, est-ce que vous voyez les lignes bouger? Oui, l'illustration faite de ce que vous venez de dire. Dans le budget actuel, les frais de mission par rapport au budget de 2023 ont augmenté de 26%. Dans le budget actuel, les frais de matériel de transport par rapport au budget de l'année dernière ont augmenté de 22%. La masse salariale a augmenté de 7,8%. Vous voyez, ça veut dire que quoi? Qu'on est bien conscient qu'il faut rationaliser, non? Mais ça n'empêche pas que quoi? D'une année à l'autre, on augmente le budget. Ça veut dire que le message n'est pas le message de quoi? De la rationalisation. Donc, si déjà, par rapport à l'année dernière, on dit que les frais de mission augmentent de 26%. Et je reviens bien à ce que tout à l'heure, quand vous regardez depuis 1980, dans les années 90, il y a quelque chose de très profond qui s'est passé au Cameroun. La baisse drastique des salaires. Et quand on regarde tout ce qu'on est en train de faire dans le budget, c'est quoi? C'est les mêmes personnes qui essaient de faire quoi? De trouver les stratégies d'adaptation aux faibles revenus salariaux. Ces faibles revenus salariaux, c'est une stratégie d'adaptation. Ça veut dire que quoi? Quand on va en mission, on sait bien qu'aller en mission, c'est quoi? C'est compter un certain nombre de jours qui ne sont pas forcément, n'ayons pas la langue de bois, qui ne sont pas forcément effectifs. Quand on dit que acheter la voiture, c'est que quelqu'un avait un salaire qui était un salaire décent, au lieu de dire que la fonction publique va lui acheter une voiture de service, il s'achèterait sa voiture. Donc, tout ça là, en termes, parce que... Mais l'année dernière, il y a eu un conseil de cabinet qui est revenu sur le sujet où on demandait de regarder un peu plus... de regarder de près les missions à l'étranger, les délégations qui vont, des missions qui ne répondent pas aux besoins du Cameroun, etc. À qui s'adresse-t-on? C'est vraiment, moi, c'est là mon problème. À qui s'adresse-t-on? Ce sont même des mauvais messagers. C'est-à-dire... C'est de la pédagogie. Parce que c'est une arlésienne, c'est un problème de fond. Aujourd'hui, il prend des proportions
il devient incontrôlable. Et il devient incontrôlable dans une séquence où l'État a besoin de beaucoup plus de ressources pour faire face à ses charges. Et donc, on ne demande pas de réduire les dépenses de fonctionnement. On demande de les rationaliser. Là où elles sont inutiles, on les arrête. Là où elles sont inefficientes, là où elles sont inefficaces, on les arrête pour les mettre, parce que on veut de la bonne dépense, on veut de la qualité, on veut les infrastructures, on veut de la bonne, voilà, on veut des infrastructures, on veut de longue durée qui peuvent aider la population. On veut de la bonne dépense. Donc le but n'est pas de réduire la dépense. Le but est qu'on a identifié depuis des années, et on fait de la pédagogie là-dessus. Depuis des années, on a bien identifié que, voilà, on dépense inutilement pour ci, on dépense inutilement pour ça. Et on comprend très bien le mécanisme d'ajustement de la faiblesse des revenus salariaux dont le professeur parlait tout à l'heure. Comment on peut expliquer qu'avec un salaire de 220 000, vous avez une voiture de 80 millions? Non, mais pourquoi ça, non, mais c'est pas votre salaire qui entretient ce véhicule. C'est bien l'État, c'est bien les ressources, c'est bien les ressources de l'État qui y mettent le carburant, qui l'entretiennent. C'est pas votre salaire. C'est deux choses différentes. Le problème, c'est que, alors, vous parliez des ressources humaines. C'est à ce niveau. C'est à ce niveau. On va évoquer les ressources humaines tout à l'heure. Les ressources humaines pour l'application de ces mesures. C'est-à-dire que, par exemple, le ministre des Finances, dans sa circulaire portant exécution du budget, demande aux contrôleurs financiers d'être un peu plus regardants au moment d'apposer leur visa sur l'exécution budgétaire. Mais vous voyez la chaîne, un ordonnateur doit avoir le visa du contrôleur financier, etc. Il y a la séparation, mais on arrive à ce type de problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui sont chargés d'exécuter ces directives ne font pas leur travail. Et c'est à ce niveau... En fait, c'est un réseau. Et la question, c'est de savoir comment on va arriver, quelles sont les incitations, comment on va faire pour les amener à faire leur travail. Non, en temps normal, moi, peut-être vous allez m'excuser, Sévérin, de dire que en temps normal, le président de la République ne s'agresse pas à des ministres qui ont 20 ans à leur poste et qui ont déjà assis un certain type de fonctionnement. Si il veut véritablement donner espoir du... Vous n'avez pas un problème particulier avec les ministres qui sont là. Nous avons un sujet qui nous intéresse, ce n'est pas un problème d'individu. C'est vrai. Si on reste, le professeur a parlé du cadrage philosophique. Il faut bien qu'on quitte de la philosophie, on descende sur terre au quotidien, parce que la rationalisation est le fait des hommes. Est-ce que ces hommes sont dans la rationalisation personnelle? Je le dis avec sévérité parce que le président de la République ne parle pas aux individus personnellement, comme vous dites. Il parle aux gens chargés d'implémenter un programme politique qu'il a vendu aux Camerounais. Et il se rend compte d'année en année que ce programme politique ne marche pas. Il parle de rationalisation après avoir parlé des poubelles. Ce qui montre que les poubelles sont dans les villes par le fait qu'on n'a pas rationalisé, donc on se retrouve à ne pas avoir de l'argent pour payer les éboueurs, mais les gens qui sont dans des bureaux ont des voitures année après année dans toutes les strates. Serge essaie un peu de préciser la distinction des rôles. Non, c'est une bataille au sein des acteurs en charge de la marche de l'État de contrôler. Moi, ce qui m'intéresse dans le discours du chef de l'État, c'est l'appel à la citoyenneté, que les gens ne continuent plus à aimer leurs frères. Alors, est-ce que vous voyez donc les acteurs politiques renoncer aux avantages qu'ils ont parfois, qui sont parfois jugés par le seul acteur qui peut faire qu'il y ait rénonciation, c'est le président de la République lui-même, et qu'il les balaie, qu'il les sanctionne. C'est pourquoi je parle de sanctions positives. Dans ce gouvernement, sur les 53, il n'y a pas, tous ne sont pas dans l'irrationalisation. Il y a certains qui, je pense, c'est eux qu'on doit mettre en avant. Et le président de la République, quand il parle d'un discours méta, mais il sait aussi entre les lignes que je passe ce message pour apaiser la masse. La masse, c'est la masse qui a la poubelle. Le professeur Ondoa a coutume de
dire quelque chose qui est pertinent. Si vous décidez de réformer à institutions stables, vous risquez de ne pas réussir. C'est-à-dire que si vous décidez vraiment de réformer, si on veut vraiment faire de la rationalisation des dépenses, il faut sanctionner les personnes qui sont chargées de le faire, comme il est dit, mais il faut également réformer les institutions qui sont chargées de mettre en œuvre ces rationalisations. Si vous les laissez en l'état, si vous laissez les mêmes personnes, et vous laissez les institutions en l'état, eh bien à la fin de l'année, vous allez avoir les mêmes résultats que vous essayez d'éviter d'avoir. Je pose justement la question. Oui, professeur. Vous disiez? Je voulais poser une question, mais sauf si vous oui, voulez. non. Ma question, c'était la suivante. Puisque nous parlons de la rationalisation, et lorsque nous regardons un peu l'environnement de nos institutions, il y en a qui sont jugés budgétivores. Est-ce que le moment n'est pas venu aussi, parce que nous tenons à cette rationalisation des dépenses, de regarder un tout petit peu le fonctionnement de ces institutions, au-delà du gouvernement qui n'intéresse pas beaucoup Dr Pierre Nka, parce qu'il estime qu'il faut balayer tout le monde. Bon, peut-être que c'est ça qui va arranger. Je ne pense pas que ce soit forcément le fait qu'il faut balayer le gouvernement. Ce que je disais tout à l'heure, le président dit qu'il faut rationaliser. Ce qui veut dire que quoi? Qu'il faut effectivement faire une qualité dans les dépenses, la qualité des dépenses. Maintenant, quand on commence maintenant dans le budget de 2024, on ne s'occupe pas, on regarde certaines poches qui sont inutiles. Bon, je dis a priori inutiles. Peut-être que c'est comme ça là. On voit maintenant que peut-être que l'émission augmente. C'est un exemple, hein, ça augmente de 26%. C'est-à-dire qu'on est conscient que quoi? Que l'augmentation de 26% là n'est pas forcément parce que c'est pour des questions optimales. On a fait ça certainement. Vous voyez que malgré la préoccupation du chef de l'État de dire que quoi? Quand on regarde, bon, on dit, si on avait un plan de recrutement des effectifs dans la fonction publique, s'il y avait un plan de recrutement... Ce plan existe, professeur. Non. Quand on dit, parce qu'aujourd'hui, quand on regarde comment on a recruté ces derniers temps, non, ça va vite là, c'est à qui... Il n'y a pas un plan. On constate seulement que quoi? On constate seulement que quoi? Que la masse salariale a augmenté. D'où viennent ces gens? Vous voyez? Que font-ils? Vous voyez? Ça veut dire que quoi? Que ça procède de quoi? D'une dépense qui n'est pas rationalisée. Je ne veux pas dire qui n'est pas rationalisée. Conclusion, il y a un certain nombre de choses, un certain nombre d'aspects dans le budget qui relèvent parce que du fait que ceux qui sont autour du budget, qui gèrent le budget, ils peuvent faire ça de manière discrétionnaire. Alors, vous posez une question qui semble me gêner. Le président s'adresse à qui? Vous dites qu'il s'adresse à ses... Le président ne s'adresse pas à l'homme de la rue. Alors, maintenant, il faut rationaliser les dépenses. Nous savons que dans l'élaboration du budget, il y a un débat d'orientation budgétaire qui est organisé. Et le Parlement, qui est censé représenter à la fois le peuple, les collectivités territoriales, est associé au cadrage macroéconomique. Est-ce que le président ne s'adresse pas à tout ce monde? Pourquoi vous voyez tout de suite le gouvernement, vous voyez tout de suite le Premier ministre, etc. Bon, c'est eux qui sont chargés d'exécuter son programme politique. Maintenant, il y a d'autres acteurs qui gravitent autour, comme vous dites, qu'on peut interpeller, mais vraiment, on voit ceux qui sont en front office. C'est le Premier ministre qui est chargé justement de porter toute cette politique-là. Et vous avez dit quelque chose tout à l'heure, lorsque vous posiez la question de savoir s'il ne faut pas aussi éviter les déperditions parce qu'on est dans la rationalisation. Moi, je pense, et je parle sous le contrôle du professeur Kobo, parce qu'il sait que nous sommes en train de mener une étude là-dessus. Il y a des contradictions conceptuelles qu'on vit également. Nous sommes dans la rationalisation, donc nous sommes dans une logique de performance, disons-le comme ça, qui est commandée aussi bien par l'environnement, par la conjoncture. Il n'y a pas assez de ressources, donc forcément il faut rationaliser. Commandée également par le contrat qu'on avait, le Fonds monétaire, il faut rationaliser. Commandée même par le bon sens, disons-le de manière simple. Mais en même temps, il y a quand même des logiques communautaires et politiques qui vont à l'encontre de cette rationalisation. Et ça, on ne peut pas le nier. Et c'est quoi, par exemple? Alors, lorsque je parle, on a parlé des recrutements tout à l'heure. Est-ce que les recrutements relèvent de l'optimalité? Peut-être, peut-être pas. Peut-être ça relève du social. Et donc, de ce point de vue-là, si nous décidons, j'ai échangé encore avec un directeur général hier qui disait non, ne n'attaquez pas trop les recrutements parce que même les établissements publics ne sont pas là simplement pour être efficaces. Ils sont aussi là pour le social. Donc, on a déjà mis dans la psychologie des gestionnaires qui ne sont pas là simplement pour être efficients. Ils font aussi du social, ça veut dire qu'ils peuvent prendre de mauvaises décisions du point de vue de la performance.
Parce que moi, ce sont ces contradictions-là qu'il ne faut pas entretenir. Et moi, je ne sais pas si, lorsqu'on entretient ces contradictions-là, on est vraiment sur la marge de la rationalisation. Si on peut faire des recrutements sur la base du social, oublions un peu la performance, ou tout au moins, nuançons la rationalité. Parce que dans tous les cas, il y a une logique. Donc, le véritable problème, c'est peut-être trouver un équilibre entre tout ça. Est-ce qu'on peut objectiver toutes ces rationalités-là pour qu'au moins on atteigne un seuil relativement tolérable? Parce qu'on ne peut pas être simplement dans le social et se satisfaire de cela et à la limite justifier les contre-performances, dire que bon, le président de la République a besoin de la paix sociale, il a besoin d'un certain nombre d'équilibres, on va recruter 10 ici, 20 ici, et puis dans tous les cas, il est au courant qu'on le fait. Et puis il va venir nous dire que non, il faut être efficient, il faut rationaliser. Dans tous les cas, moi je pense que conceptuellement, il faut quand même être relativement cohérent. Et je n'ai pas envie de dire qu'on ne l'est pas, peut-être qu'on ne l'est pas suffisamment, peut-être qu'il faut objectiver un certain nombre de décisions. Vous êtes dans un environnement qui est un environnement de sous-développement comme le nôtre, avec les salaires qui sont les nôtres. Parce que parfois, on est très dur envers les gestionnaires. Si on n'analyse pas tout ce contexte-là, pas analyser, pas pour justifier, mais pour comprendre. Vous parlez tout à l'heure des salaires. Peut-être c'est un autre débat, on peut avoir une autre émission là-dessus. Mais n'oublions pas qu'en 2005, le président de la République a été clair lorsqu'on est passé à la journée continue. Parce que connaître l'histoire de la fonction publique permet quand même de comprendre. Il a dit, nous passons à la journée continue. Après 15h30, aller au champ. Ça veut donc dire qu'il reconnaît, et dans le statut général de la fonction publique, on reconnaît qu'un fonctionnaire peut exercer, en plus de sa fonction, 3 autres métiers. L'agriculture, les activités intellectuelles et l'immobilier. Ça veut donc dire qu'il sait qu'on travaille de 7h30 à 15h30. Et à 15h30, on va faire autre chose. Donc on a 2-3 boulots qui nous demandent de faire. Compte tenu de la conjoncture, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que cette possibilité est donnée. Et c'est un contexte qu'on ne peut pas ignorer. Maintenant, moi, je suis très, comment je peux dire, à cheval, non. Il faut qu'on respecte les textes. Parce que même la rationalité, là, si tant il est vrai que les lois, les décrets, tout ça sont là pour guider l'action, commençons la rationalisation par le respect des textes. Et je m'arrêterai là parce que... Et poursuivons la rationalisation en minorant les procédures dérogatoires. Parce que c'est l'un des problèmes oui, c'est l'un des problèmes, c'est l'une des sources des dérives dans l'exécution du budget de l'État. Dès que vous entamez une procédure dérogatoire, qui sont en général devenues, en fait, les procédures ordinaires. Et qui sont des flexibilités qui sont normales. Hein. Oui, qui sont normales en fonction des situations. C'est bien pour ça qu'elles sont... édition de Cameroun Tribune, des appels à manifestation pour l'achat des véhicules. Maintenant, ça a disparu. Mais l'achat des véhicules dans les administrations, ça continue, on ne sait pas comment ça se passe. L'un des axes de la rationalisation, c'est par exemple de dire, vous avez des lignes budgétaires qui sont surcréditées. Et vous avez donc des ressources qui sont thésaurisées toute l'année. Et vous avez des lignes budgétaires, qui ne sont pas suffisamment créditées, de sorte que, au moment de l'exécution du budget, on se rend bien compte qu'on a besoin de plus de ressources que celles qu'on a prévues dans le budget de l'État. Donc, il y a autant de... Mais cela procède également de quoi? Cela procède de la multiplicité, de l'atomisation des ordonnateurs. Et il y en a... Et donc, chacun essaie de faire... Et chacun essaie de compartimenter, chacun essaie de faire de son côté. Il faut déconcentrer le pouvoir aussi, il ne faut pas concentrer. Donc, c'est l'un des... Arrête de rester dans les procédures, qui rendent compte des résultats, qui passent même comme ils veulent, qu'ils achètent même les voitures. Mais est-ce qu'ils produisent le résultat qui est attendu avec tout ça? C'est là tout le problème, parce que Séverin, vous avez parlé de la question du Parlement. Les parlementaires sont à l'image, vous ne voulez pas que je parle des membres du gouvernement. C'est-à-dire chacun, lorsque le budget, lorsque les débats, je parle du terrain et des échanges avec certains parlementaires et certains parlementaires. Leurs échanges, c'est de contrôler aussi où le budget d'investissement vient dans leur localité. Et c'est ce que tout le monde essaie de faire. Or, le président de la République, lui, dans sa directive d'orientation, dit « Inspirez-vous de plan communal de développement, plan régional de développement ». Si on est républicain, on va dans ces documents, on tire en fonction des priorités du gouvernement et on planifie. Mais si on est dans la logique des batailles, de récompenses, on va faire comment? Chacun vient, il cherche sa part d'abord. C'est ça qui aboutit aux véhicules. Pour moi, l'achat des véhicules n'est même pas un problème. Au regard de l'enclavement de notre pays, sans ces véhicules, l'État n'existe pas dans plusieurs endroits. Pour moi, c'est l'usage qu'on en fait. C'est-à-dire, vous achetez un véhicule à Yaoundé, vous n'avez pas besoin de 4x4 pour partir de votre domicile
pour le bureau. Vous voyez un peu. Si le 4x4 d'aventure, vous allez en mission avec hors du pays, il faut quand même que lorsqu'on pense à la réforme, que ce n'est pas le propriétaire qui achète. Qu'on donne cette voiture accidentellement à un acteur déconcentré qui pourra plus ou moins faire usage de cette voiture dans un confort peu acceptable, mais idéalement adapté au niveau de désenclavement du terroir. Si on n'arrive pas à faire ce genre de choses, du genre, tu achètes une voiture, 60 millions, tu la gères à Yaoundé. Après le temps de la réforme, tu la reprends, ou bien tu fais envoyer tes parents proches, la racheter pour venir te donner. Mais c'est là le problème. C'est pourquoi, moi je pense, on a parlé de loi, et moi je dis toujours, pour rationaliser, je vais voir la rationalisation lorsqu'il y aura une rupture entre ce qui se faisait et ce qui se fera. La rupture, c'est quoi? Lorsqu'il y a un nouveau gouvernement, qu'on applique l'article de la Constitution, article 66, tous les ministres viennent à la télévision, nous disent, parce que je vous dis, si le président de la République décide actuellement d'envoyer demain, nous sommes dimanche, qu'il envoie demain lundi, une mission inopinée dans les domiciles des ministres, vous allez voir ce qu'on va trouver là-bas. Revenons un tout petit peu au lancement du budget à Maroua. La loi de finances est placée sous le signe d'un budget d'impact socio-économique, c'est ce que le ministre des Finances a dit. Cette loi s'inscrit dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre de la politique de développement économique, social et culturel de la nation, sous-tendue par la stratégie nationale de développement 2020-2030. Retour sur la cérémonie à Maroua, le ministre Louis-Paul Motazé a invité les acteurs de l'exécution du budget à prendre chacun conscience de la responsabilité qui est la sienne dans l'atteinte des objectifs de développement du pays. Nous le regardons. Aux ordonnateurs, maîtres d'ouvrage et maîtres d'ouvrage délégués, vous êtes le point de départ de l'exécution de la dépense publique et en tant que tel, responsable du démarrage à temps des procédures d'appel d'offres, notamment de la préparation des dossiers de consultation, du lancement et de l'attribution des marchés et de l'engagement des dépenses y relatives. Vous avez par ailleurs la responsabilité du suivi de l'exécution des travaux ou prestations engagées jusqu'à leur aboutissement. Je vous exhorte à cet effet à procéder dès la semaine prochaine au lancement des procédures de tous les marchés qui sont de votre compétence, de manière à donner aux opérateurs économiques l'opportunité de soumissionner et de réaliser les dites prestations dans les délais impartis et conformément au cahier de charges prédéfini. Les irrégularités sont constatées dans la classification budgétaire au Cameroun. Il est établi que le gouvernement dépense un peu plus dans l'achat des biens et services. Mais, comme je l'ai dit il y a quelques minutes, dans le journal Investir au Cameroun, on a pu lire dans la correspondance qui est adressée au secrétaire général des services du Premier ministre par le ministre d'État, secrétaire général de la Présidence de la République, le 4 janvier, on a pu lire cette recommandation qui est faite aux chefs de département ministériel, aux gestionnaires de crédit de toutes les entités publiques, qui instruit donc de prioriser le redéploiement optimal des nombreux effectifs disponibles afin de contenir les recrutements nouveaux. Il s'agit notamment de mettre en adéquation les profils avec les besoins en ressources humaines des administrations. On l'a évoqué un tout petit peu tout à l'heure, c'est la solution. Oui, c'est un début de solution. Vous ne pouvez pas comprendre, par exemple, dans le secteur de l'éducation. C'est pas en contradiction avec la SND 30 qui met un accent sur le capital humain. Qu'est-ce que nous avons encore besoin d'un État social? Ouais. Donc nous avons encore besoin, d'enseignants, nous avons besoin de médecins, nous en avons besoin, ce qui est clair. Nous en avons besoin. Mais le problème, c'est que... Les enseignants qui sont recrutés, lorsqu'on les recrute, et qui prennent la voie du Canada. Voilà. Il y en a qu'on recrute, il y en a, enfin, ceux qui prennent la voie du Canada, mais il y en a qu'on recrute qui sont au Cameroun, mais qui n'exercent pas. Et l'année qui suit, on en recrute encore de nouveau. On en recrute encore de nouveau. Chacun de nous, dans sa famille, connaît quand même quelqu'un qui a été recruté comme enseignant, mais qui ne travaille pas, qui n'est pas déployé sur le terrain. Et c'est ça, l'une des aberrations. Moi, je ne connais pas dans ma famille. Il y en a quand même assez. Donc, c'est l'une des aberrations du système. C'est que chaque année, on en recrute. On recrute, mais on ne les déploie pas sur le terrain. On n'en fait pas bon usage. On ne sait même pas s'ils sont performants. On ne sait pas s'ils travaillent, etc., etc. Donc, il y a un besoin
rationalisation de ce point de vue, avant même de procéder à de nouveaux... Je pense qu'on risque d'arriver dans un système où avant même de procéder à de nouveaux recrutements, il faut qu'on commence à demander aux gestionnaires l'usage qu'ils font des ressources humaines qui sont mises à leur disposition. Pour terminer sur la question de la rationalisation, il y a un élément qui concerne la commande publique. Vous parliez des biens et services que l'État achète chaque année, et qui le sont sur la base d'une mercuriale. Vous avez déjà vu cette mercuriale? L'administration en charge des prix sait très bien que sa mercuriale est particulièrement généreuse. Ils le savent très bien. Et le Premier ministre a dû instruire les membres du gouvernement de procéder à une révision de cette mercuriale de l'État pour arriver à rattraper, à rapprocher. Vous ne pouvez pas, vous achetez un stylo à 100 francs, l'administration achète le même stylo à 2000 francs CFA. Alors, professeur Kobou, tel que c'est dit, il faut prioriser le redéploiement optimal de nombreux effectifs, il faut contenir les recrutements nouveaux. Est-ce que cela nous inscrit dans le schéma du développement que nous souhaitons? Jusqu'ici, on a recruté, on recrute dans la fonction publique. Peut-être que le ministre de la fonction publique se retrouve, on lui dit que tel ministère a recruté, on lui demande de valider. Je présume que c'est comme ça que ça se passe. On voit seulement un gonflement d'effectifs. Ça pose un problème. Donc, quand vous dites même que c'est vrai qu'on a besoin du capital humain dans la SND, c'est un capital humain qui relève de quoi? Non pas les diplômés, mais on veut les compétences pour porter la SND 30. Le Cameroun est un État unitaire décentralisé. La question des ressources humaines est décentralisée. C'est-à-dire, on ne peut pas être au niveau local, commune, au niveau régional, des conseils régionaux. On manque de ressources humaines et une directive du président de la République va au ministre. Qu'est-ce que la société apprend? La société apprend que oui, tout va bien, mais dans notre quartier, on n'a pas d'eau. Vous vous rendez compte? Au lieu d'action... Oui, en fait, je voulais être d'accord avec lui par rapport au recrutement. C'est vrai que, et le professeur Kopou l'a dit, il y a peut-être un problème d'efficacité des recrutements qu'on fait. Parce que le taux d'encadrement, c'est-à-dire le rapport entre les agents publics et la population est très faible dans notre pays, et même dans les pays d'Afrique centrale. On est rarement au-delà de 3%. Ça veut donc dire qu'on a besoin en réalité des ressources humaines pour encadrer le service public. Ça au moins, c'est établi. Et je pense que, et on est rattrapé un peu par nos pratiques, si on a autant de personnes au niveau de la masse salariale qui ne travaillent pas, on peut avoir l'impression qu'on est, tout au moins, on pèse sur le budget sans être efficace. Mais en réalité, on a besoin de personnes dans la fonction publique. Et je vous assure, le taux d'encadrement dans les autres pays, les pays développés, on a 14%, dans certains pays 34%. Nous sommes à 3% à peine. Ça veut donc dire qu'il y a un besoin réel des ressources humaines. Mais quel est le problème? Et moi, je pense, et je vais prêcher dans ma chapelle, c'est que lorsqu'on parle souvent des questions de management ou de ressources humaines, on a toujours l'impression que ça se fait de manière spontanée. Moi, j'insiste sur chaque fois que j'ai l'occasion de le dire, que le management est une science. Quand on prend 7 ans pour former un médecin, on a besoin de temps pour former un bon manager. Vous parlez de la question des ressources humaines. Qui gère les ressources humaines dans nos ministères? Nous avons fait une étude récemment sur à peu près 37 ministères que nous avons, les ministères à portefeuille. Nous avons 6 à peine qui ont des DRH, c'est-à-dire des structures dédiées de niveau direction aux ressources humaines. Les autres, c'est quoi? C'est les DRH à l'intérieur de laquelle nous avons un sous-directeur ou un chef de service du personnel. Et vous voulez en faire une ressource stratégique. Maintenant, on va plus loin. Les profils déjà. Vous dites qu'on doit rationaliser les ressources humaines, les recrutements, c'est des outils, c'est des analyses, c'est une science. Bon, moi, je pense qu'il y a des orientations politiques qui sont données, qui doivent maintenant être opérationnalisées au niveau des ministères. Et on doit avoir des outils qui permettent de concrétiser ce qui est dit. Le sentiment qu'on a, c'est que le président de la République donne un certain nombre d'orientations, les ministres même, disons que les orientations, mais où sont les outils pour les opérationnaliser? Et comment est-ce qu'on pilote finalement ces orientations? Et ça me permet de poser la question de sortie. Rationalisation, oui, mais comment passer de la parole aux actes? J'adore cette pente choisie par le président de la République. Sans doute, c'est son héritage qu'il veut nous donner. Qu'on rationalise, et lui-même, en allant au village, il laisse sans doute un pays rationnel. Rationalisé, si vous voulez. Moi, c'est la lecture que j'ai. Et je trouve que son discours, en ce moment-là, est franc. Il met les Camerounais face à leur propre destin. Est-ce que vous allez continuer à faire ça
de votre pays, est-ce que vous n'avez pas l'option de changer? D'ailleurs, moi je m'engage à arrêter ceux qui volent. On attend. 2024, ça va s'intensifier, on attend ça. Professeur Kobou? En quelque sorte, je suis totalement en phase avec l'idée de la rationalisation de tout ce qu'on est en train de faire. Ça demande que quoi? Qu'il faut recruter ce qu'il faut acheter ce qu'il faut commander ce qu'il faut. Et ça va de soi que c'est une nouvelle culture qui nous interpelle. J'aime souvent beaucoup plagier ce que disait le professeur Monon Diana, c'est-à-dire qu'il disait toujours que nous sommes dans la logique de c'est le mapartisme. Alors il faut aussi maintenant que nous passions du mapartisme notre partisme. À notre partisme. Alors, donc, ça rentre un peu en droite ligne de la rationalisation. Serge? Moi, je voudrais mettre le doigt sur un aspect, c'est l'exemplarité. Il vous est difficile de demander aux autres de serrer leur ceinture si vous-même, vous ne serrez pas votre ceinture. Tant que les ministres, le président de la République, la présidence de la République, etc., tant qu'ils continueront eux-mêmes à leur niveau de laisser perdurer les poches d'inefficience, d'inefficacité dans la dépense, et bien l'administration, les fonctionnaires, etc., chacun à son niveau essaiera aussi de trouver une nouvelle parade pour continuer. Je prends un exemple. Dans la circulaire du ministre des Finances relative à l'exécution du budget, on a traité de la question des régies d'avance qui sont placées auprès des ordonnateurs. Et on a essayé de les plafonner par palier. Sauf qu'il y a certaines administrations qui ne sont pas concernées par ces plafonnements. D'accord, c'est les pratiques qu'il faut combattre. Professeur, on doit violer. Alors, moi, je ne sais pas si c'est le mot de fin. Oui, parce qu'on est tenu par le temps. Oui, 2 ou 3 choses. On sait ce qu'il faut faire pour que ça s'arrête. Et moi, je pense que je suis d'accord avec certains auteurs qui pensent que l'homme est essentiellement maximisateur. Si vous le laissez faire ce qu'il veut, il le fera. Ça veut dire que nous sommes dans un environnement de tolérance qui est tel que on peut encore tenir des discours qu'on tient parce que la pression n'est pas forte. Même nos dirigeants n'ont pas de pression. Il y a des entreprises, vous savez très bien qu'il y a eu des détournements, mais ils ne sont pas inquiétés ni par les contrôleurs, encore moins, je veux dire, par les bénéficiaires. Vous savez qu'il y a des entreprises, vous prestez, même on ne vous paye même pas pendant 2, 3 mois, 6 mois. Rien ne leur arrive. Ils gardent même vos... Donc moi je dis, nous sommes dans un environnement où la pression n'est pas encore forte. Les dirigeants, les ordonnateurs ne sentent pas encore l'obligation, non seulement de rendre compte, mais de bien faire. Il y a des mécanismes qu'on met en place, il y a un contrôle qu'on met en place, on peut faire une analyse pour voir pourquoi ça marche ailleurs. Donc je pense que c'est un État qui est un État relativement en équilibre pour le moment. On n'a pas encore atteint la phase de la disruption pure. Absolument. On n'a pas encore atteint cette phase-là. Je crois que quand le moment viendra, les choses vont certainement changer. C'est l'espoir que j'ai dans tous les cas. Nous arrivons au terme de cette édition de Scène de Presse. Merci à vous. Vous avez pris la peine d'être là. Ce n'était pas évident. On va continuer à penser que les Lions indomptables vont faire un bon parcours en Côte d'Ivoire. Merci également pour cet échange citoyen que nous avons eu sur le principe de rationalisation de la dépense publique de fonctionnement. Ce n'était qu'un débat, un échange. Vous pouvez continuer à la maison. Bonne suite des programmes sur la CRTV.